Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo enregistrée, cette fois-ci pas de live. Pour ceux qui se demanderaient où est passé le replay du live d'hier, malheureusement il a été striké par YouTube car j'ai utilisé des images d'Eurosport France. J'espérais que ça puisse passer, mais bon, c'est un peu logique que la vidéo ait été retirée. Donc voilà, je suis désolé pour ça, j'essaierai d'éviter dans le futur d'utiliser des vidéos de ce type pour éviter de recréer ce type d'événement. En tout cas, aujourd'hui, on n'aura pas de vidéo. On va juste un petit peu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui au premier tour des épreuves par équipe. On avait nos deux équipes de France engagées, bien entendu. Je suis sûr que vous étiez au courant. Avant qu'on ait plus en détail dans les résultats des Français, on va d'abord faire un petit tour d'horizon des différents résultats, sachant que tous les huitièmes de finale ne se sont pas encore disputés. Il y en aura demain qui vont se jouer. Et à l'heure où je vous parle, la Suède et Hong Kong en filles notamment sont toujours en train de battre le fer. Donc on n'aura pas les résultats complets des huitièmes de finale. Alors je vais vous partager mon écran et on va tout de suite passer dans le vif du sujet en regardant le tableau du par équipe femmes. Alors évidemment, huitième de finale, on a quand même pas mal de rencontres plutôt déséquilibrées, donc on va pas non plus y passer beaucoup de temps parce que beaucoup de choses sont plutôt standards, on va dire. Donc la Chine qui évidemment élimine l'Égypte de manière très facile, un seul set perdu. Derrière, donc, ils affronteront 99% Taïwan, puisque je vois même les Australiennes pouvoir empêcher les Taïwanaises de deux passer. Donc, comme je vous disais, la Suède qui sont à 2-2 face à Hong Kong et qui rencontreront la Corée du Sud qui s'est débarrassé 3-1 du Brésil. Alors, je regarde avec vous, j'ai pas vu le match. Donc, c'est Bruna Takahashi qui a battu Lee Uni. Sinon, pas beaucoup de surprises, à part la composition d'équipe quand même, où on voit qu'ils ont mis ensemble les deux numéros 1, à savoir Shin et John, et que Lee était donc seulement aligné en simple. Donc je ne sais pas s'ils vont à nouveau remanier l'équipe de cette façon-là. C'est assez surprenant de voir que Shin Yubin joue en double et n'est pas numéro 1. Donc ça peut être intéressant à voir sur la suite de la compétition. Ensuite, l'Inde qui crée une petite surprise quand même en disposant de la Roumanie. Là, on voit quand même que la diabolique Manika Batra a encore fait des scènes puisqu'elle a quand même battu à la fois Bernadette Soch, 10e mondiale, 3-0 très très facilement, 11-5, 11-7, 11-7. Donc ça c'est quand même un gros résultat de la part de Batra. Et en plus, elle a amené le point décisif face à Diaconou, 3-0 aussi. Donc belle performance des Indiennes qui prouve encore une fois que c'est un petit peu l'épouvantail sur le circuit international, puisqu'elles avaient déjà causé de belles frayeurs à l'équipe chinoise. On s'en souvient au championnat du monde, au premier match de poule, elles avaient perdu seulement 3-2. Donc elles prouvent qu'on peut compter sur elles, les Indiennes, et que ça devient une vraie nation, on va dire, à l'échelle mondiale du tennis de table féminin. Les Indiennes qui devraient, somme toute normalement, rencontrer les Allemandes demain. Alors à voir, quoique les Allemandes, elles n'ont pas An Ying. Mittelam est sortie blessée de son match face à la Corée du Nord. Donc à voir est-ce qu'elle sera remise ou pas. C'est loin d'être sûr. Donc on verra quelle équipe l'Allemagne va aligner contre les États-Unis. Et en bas du tableau, tête numéro 2, les Japonaises, elles, se sont facilement imposées face aux Polonaises. Voilà, pas de surprise ici. Grosse équipe du côté du Japon, évidemment, avec Ayata, Hirano et Harimoto. Bien sûr, maintenant, on va un petit peu se pencher sur le match qui nous intéresse, un petit peu la désillusion, la déception du jour, évidemment, c'est ce match de la France face à la... Je vais essayer de le mettre ici, ça sera peut-être plus clair. Face à la Thaïlande. Je vous avais dit hier, hein, peut-être que vous n'avez pas vu passer la vidéo, mais je vous avais dit que ce tirage pouvait être piégeux, car la Thaïlande a quand même de beaux talents, avec les sœurs Sawetabut et Orawan Paranang, et on est tombé dans le piège. On est tombé dans le piège, malgré une Janan, ma foi, très solide, qui a tenu son rang de leader, qui s'est, euh, qui s'est, ma foi, entre guillemets, baladé sur ces deux rencontres. Donc on va essayer de retrouver les matchs un par un. Donc il y a d'abord eu les doubles. Alors, le site n'est pas très clair, donc on va essayer d'y revenir. Donc là, la première étape de cette désillusion, c'est évidemment la défaite très serrée de Charlotte Luce et de Priti Pavad. Donc on peut voir un petit peu les sets. Il y a beaucoup de regrets sur ce match. En plus, il faut noter aussi la composition d'équipe un petit peu étonnante, hein, de la part des Thaïlandais, puisqu'ils ont mis leurs deux leaders ensemble
en double et ils ont mis la numéro 3 à jouer deux simples. Donc c'était quand même un très gros pari de leur part. Il fallait absolument que la Thaïlande remporte ce double pour pouvoir y croire. Et c'est ce qu'elles ont fait après un premier set remporté 14-12. Là, il y avait des balles de set en la faveur de Charlotte et de Pritika. Malheureusement, elles n'ont pas su les convertir. Derrière, elles perdent le deuxième set facilement. Et ensuite, elles ont réussi à élever leur niveau de jeu. Charlotte qui a commencé un petit peu à se décontracter, à rentrer dans sa compétition. 11-6, 10-6. On se dit que ça y est, la dynamique a changé et que les Français ont pris le dessus. Tout d'un coup, tout se bloque. Et ce sont les Thaïlandaises qui finalement ont le dernier mot dans ce quatrième set. Et tout de suite, on est sous pression avec cette défaite un petit peu surprise en double. Même c'est vrai que Paranang en double gauchère avec un très bon toucher de balle, je me doutais que ça pouvait poser des problèmes. Mais en tout cas, c'est quand même une mauvaise surprise. Bon, derrière, Janan remet les pendules à l'heure de manière plutôt aisée. Elle, tout d'abord, attends, si on reprend dans l'ordre, elle bat d'abord donc Jinipa, la numéro 3, 11-7, 11-4, 11-8. Et derrière, deuxième désillusion, c'est la prestation de Pritika face à Paranong. Paranong qui n'est pas du tout très connu, on n'a pas forcément beaucoup vu sur le circuit, mais qui est quand même 36e mondial. Pritika à l'heure actuelle est 17 ou 18, mais entre les deux joueuses, il n'y a pas non plus un monde d'écart. Et c'est un petit peu le piège suite à sa déception en simple. Je pense que Pritika n'avait pas encore retrouvé toute sa confiance et ça s'est encore beaucoup vu sur ce match avec beaucoup de fautes côté coup droit. Elle allait chercher beaucoup de fois les balles très très excentrées, même court coup droit. Elle venait décaler très loin en revers. Un petit peu à l'image de Nosha Damian, vous voyez. Mais on sentait qu'elle jouait pas vraiment son jeu habituel et qu'elle était toujours encore sous tension, incapable de trouver vraiment toute sa confiance. Et 3-7 étriqués, mais 3-7 qui tournent dans la faveur de la Thaïlandaise. Et on se retrouve à nouveau dans une situation difficile, menée de 1 après cette troisième rencontre. Derrière, Janan qui remet à nouveau les deux équipes dos à dos en disposant de la numéro 1 adverse, la numéro 1, numéro 2 au classement, Sao Etabout Soutazini. Pareil, à part le dernier set où elle s'est fait un petit peu peur, mais Janan en patronne, vraiment sereine. J'ai vraiment aimé sa prestation, voilà, tout en solidité, sans fioriture, mais elle a su dominer ses adversaires de la tête et des épaules et de montrer la voie à ses coéquipières. Mais malheureusement, on a eu un match épique à 2-2 entre la jeune, euh, la jeune Charlotte Luz, seulement 19 ans, qui se retrouvait dans une situation un petit peu compliquée quand même. Rendez-vous compte, voilà, elle n'a pas joué pour l'instant de ses JO. Elle a seulement joué un match de double. Elle se retrouve à devoir sauver la peau de son pays dans un match où elle était quand même favorite, hein, puisqu'elle rencontre Jinipa Sanetawood seulement, entre guillemets, seulement 136e mondial. Elle, Charlotte, qui pointe dans le top 80. Donc elle était favorite, mais voilà, un match évidemment avec une pression énorme. Et tout le monde n'est pas Félix Lebrun, tout le monde n'est pas capable de se sublimer et j'ai envie de dire de boire la pression telle une bière. Et Charlotte, on a senti qu'elle était extrêmement stressée, elle avait du mal à lâcher ses coups. Son adversaire aussi d'ailleurs, vraiment sur le langage corporel et sur leur visage, on pouvait voir que toutes les deux souffraient énormément et étaient vraiment très 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 crispées. Donc c'était un match vraiment qui s'est joué au mental. Voilà, c'était celle qui allait être la plus solide, qui allait commettre le moins de fautes. Charlotte, elle a montré quand même de grosses capacités de combat parce que malgré un niveau de jeu, on a vu en deçà de ce qu'elle attendait, elle a su aller au-delà de sa frustration pour aller dans le combat, aller arracher sa quatrième manche et s'offrir une belle. À la belle, c'était vraiment hyper serré. Elle a quand même fait un petit peu trop de fautes jusqu'aux avantages. Je crois qu'elle fait trois fautes de démarrage un petit peu facile. Et évidemment, cette balle à 11-10 qu'elle va pouvoir longtemps ressasser. Service court lifté du revers, la balle qui monte facile dans son pivot, elle n'a plus qu'à conclure. Et la balle qui malheureusement s'échappe de quelques centimètres à l'extérieur de la table. Voilà, je suis sûr que ce genre de balle qu'à l'entraînement, elle ne louperait quasiment jamais. Mais là, avec le contexte et le score, évidemment, c'est plus dur. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis derrière, Saoued Amoud qui fait un sauvetage un petit peu miraculeux à 11 partout et qui sauve le match après une énième faute en démarrage d'envers. Le démarrage d'envers de Charlotte qui échoue à l'extérieur de la table. Et c'est la désillusion pour nos Françaises qui n'ont pas réussi à assumer leur statut de favorite sur cette rencontre. C'était pas le plus beau match de la quinzaine, c'était vraiment un match avec un niveau pas extraordinaire de la part de toutes les protagonistes. On a vraiment senti la pression peser lourd, très lourd sur les épaules de Pritika et de Charlotte.
je pense qu'elles vont pouvoir quand même construire et apprendre pas mal de choses de ce type de rencontre. Elles sont encore toutes jeunes, 20 ans et 19 ans. On devrait les revoir dans 4 ans à Los Angeles et à n'en pas douter, elles auront, j'espère, peut-être tiré des leçons de cette déception-là. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est pas si grave. C'est décevant, mais c'est pas si grave parce que derrière, quand même, il y avait le Japon qui dressait devant nous, et je pense que le Japon c'était vraiment mission impossible. Évidemment, ça aurait été bien de gagner pour s'offrir un match de gala et pouvoir éventuellement rêver d'un exploit. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elles ont saisi l'occasion qui s'est présentée à elles au championnat du monde où elles avaient l'Allemagne privée de Hanning. Donc ça, c'était une vraie occasion en or pour pouvoir monter sur un podium mondial et elles l'ont saisi. Et elles ont été fortes à ce moment-là. Pritika qui gagne son match à 2-2. Charlotte Luz qui fait super perf face à Winter au troisième match. Donc c'était à ce moment-là qu'il fallait saisir l'occasion. Et elles l'ont prise. Elles ont eu cette médaille de bronze qu'on ne pourra jamais enlever. Et là, j'ai envie de dire, évidemment, c'est décevant de perdre en huitième. Mais au final, à moins d'un miracle, ça n'aurait rien changé et on n'aurait pas pu vraiment défendre nos chances. Si on était à nouveau tombé sur les Allemandes privées de Banning, là, on aurait pu nourrir des regrets encore plus gros. Mais là, vu le contexte et vu le tableau, bon, j'ai envie de dire que c'est quasiment anecdotique et je pense qu'il faudra se servir de cette défaite-là pour analyser peut-être ce qui peut être fait pour ne pas reproduire ce genre de prestations, on va dire avec des tableaux plus ouverts. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà ce que j'avais à dire en tout cas sur cette rencontre des Bleus. On va maintenant se tourner vers le tableau messieurs avec le Chine-Inde qui n'a pas encore été joué, qui se jouera uniquement demain. Si ma souris veut bien être un petit peu plus coopérative, ça m'arrangerait. Voilà. La Croatie, République de Corée, c'est aussi demain. Et on reviendra sur le Brésil, Portugal, le France, Slovénie. On va d'abord descendre et conclure sur ces 4 matchs qui se sont soldés par un score fleuve. Japon, Australie 3-0. Évidemment, est-ce qu'ils ont laissé des plumes les Japonais? Pas du tout. 3-0, 3-0, 3-0. Le Taïwan qui dispose aussi plutôt facilement de l'Égypte, même s'ils sont fait peur en double. Alors par contre, je n'ai aucune idée pourquoi Omar Assar ne concourt pas dans par équipe. Il avait d'ailleurs été déjà absent dans le match préparatoire face à la France à Hennebon. Je pensais peut-être que c'était un choix tactique de peut-être pas jouer les Lebrun parce qu'il pouvait éventuellement les rencontrer dans l'épreuve du simple au JO. Donc je me suis dit peut-être qu'il avait envie de se cacher. Mais en fait non, il doit y avoir quelque chose de plus profond. Est-ce qu'il est en conflit avec sa fédération? Je n'en sais rien, mais c'est quand même très étonnant de voir le leader égyptien ne pas participer à l'épreuve par équipe. C'est dommage parce avec Marassa, il aurait peut-être pu, en tout cas, offrir plus de résistance aux Taïwanais qui filent donc en gare et qui affronteront dans un grand choc asiatique les favoris japonais. Ce sera un match, à mon avis, très plaisant à suivre, même si les Japonais seront normalement favoris. En bas du tableau, deux nations européennes qui se qualifient facilement. Euh, les Suédois, tout d'abord, qui se défendent de leur cousin danois 3-0. On remarquera quand même que Truls Morgard a eu du mal à se défaire de ce diable de Anders Lind, mené 9-8 à la baie. Il s'en sort au mental. Truls, en même temps, c'est pas facile pour lui d'enchaîner le final en simple. Derrière, il faut repartir au charbon face à un Lind, à mon avis, qui l'attendait le couteau entre les dents prêt à lui sauter dessus. C'était vraiment pas un contexte non plus très facile pour le Trousse, mais on a vu qu'il a emmagasiné beaucoup de confiance dans cette épreuve de simple. Et il a su s'appuyer là-dessus pour venir à bout donc du gaucher danois. Derrière Christian Carlson qui délivre une prestation très, très, très costaud face à Grotte. Il n'était pas forcément favori sur ce match, mais il s'impose 3-0. Et donc les Suédois qui retrouvent donc les Allemands pour un classique. Hein. Le Suède-Allemagne, c'est un grand classique du tennis de table européen. Les Allemands qui étaient confrontés à une modeste équipe canadienne. Les Canadiens qui ont quand même offert une résistance correcte par rapport à leur statut face aux favoris allemands. Shudang associé au vétéran Timo Boll qui s'impose 3-1. Edouard qui arrache quand même un petit set face à Otcharov. Et Timo Boll qui finit le travail face à Eugène Wang. Timo Boll qui est là pour sa dernière danse, The Last Dance. Timo qui tirera sa révérence demain, j'espère pas demain, mais qui, à la fin de ses JO, après cette épreuve par équipe. Donc espérons pour lui que ça se termine pas demain à 20h. En tout cas, match à suivre, match qui devrait être très plaisant entre les favoris allemands et les challengers suédois. On rappelle quand même que les Suédois sont les champions d'Europe en titre. Donc ça risque d'être une très très belle bataille, ma foi plutôt indécise. Et pour finir ce récapitulatif de ces huitièmes de finale, évidemment, on va finir par le tableau de la France. Donc tout d'abord ce Portugal-Brésil qui s'annonçait quand même très indécis, très serré.
Et ben écoutez, ça a été un match quand même plutôt étonnant, notamment tout de suite Ishii et Teodoro. Teodoro, vous devez peut-être moins le connaître, il est 122e mondial, il est numéro 4 brésilien, il a été préféré à Eric Jouti, je pense pour ses qualités de joueur de double, parce on verra un petit peu son bilan, mais avec Ishii, ils ont des bonnes petites statistiques et ils ont prouvé qu'ils s'entendaient effectivement très bien ensemble, puisqu'ils ont quand même battu les favoris Apollonia et Freitas, deux vieux lunaires du circuit qui ont joué, ma foi, assez souvent ensemble. Il faut aussi noter le choix tactique assez surprenant, peut-être compréhensible, mais quand même surprenant, d'aligner Freitas en double et non pas en position de numéro 1 à disputer de simple. Alors ça peut s'expliquer évidemment par le fait que le Brésil possède un numéro 1 très très costaud, la personne de Hugo Calderano, donc peut-être que les Portugais ont pensé que Freitas n'était pas en mesure de battre Calderano, et donc ils ont essayé de renforcer leur double en espérant gagner le double et ensuite en remportant les deux autres rencontres face à Ishii et Teodoro. Mais ce scénario n'a pas eu lieu puisque ce sont les Brésiliens qui se sont imposés après une énorme bataille, un superbe match qui s'est conclu 12-10 à la belle avec des échanges vraiment très solides de la part des Brésiliens. Ils m'ont assez impressionné. Ils ont été capables de maintenir leurs adversaires sous pression malgré l'enjeu, malgré le fait qu'ils étaient bien moins expérimentés que les Portugais. Ils ont réussi à s'en sortir 12-10 à la belle et après se mettre dans les meilleures dispositions donc pour se qualifier pour les quarts de finale. Calderno qui a eu un mal fou à rentrer dans son match, mais c'est aussi compréhensible vu le contexte, un peu à l'image d'un Truls, encore peut-être sous le choc de sa désillusion de cette quatrième place hier perdu, cette place 3-4 perdue face à Félix. Il a eu du mal à se mettre en route face à Geraldo, mais il a quand même réussi à arracher le premier set 13-11 et puis ensuite ça a déroulé. Derrière Freitas qui s'impose 3-0 logiquement face à Teodoro. Et Ishii, que j'avais déjà trouvé très en forme dans le tableau simple, perdant 4-1 face à Ocharov, mais en délivrant une prestation très solide. Il a encore été très séduisant ce soir face à un Geraldo. Une grosse bataille que se sont livrés les deux joueurs. On voit le score à 14-12 à la belle. Ça aurait pu tourner pour Geraldo. Geraldo aurait pu égaliser et offrir la possibilité à Apollonia de défier Calderano dans un cinquième match. Bon, quoi qu'il en soit, on a du mal à imaginer Calderano perdre sur Apollonia dans ce cinquième match, mais bon, c'est tout jamais. Mais en tout cas, victoire très convaincante des Brésiliens 3-1 et qui vont venir donc défier nos Français qui, ma foi, nous ont séduits, qui m'ont séduit ce soir, qui nous ont offert une belle prestation avec beaucoup de choses très positives à retirer de ce match. Évidemment, nous faisions office de grandissimes favoris face aux Slovènes, mais on pouvait peut-être se faire peur, on pouvait s'embarquer dans un match à rallonge avec dans leur rang évidemment leur leader incontestable Darko Jorgic, bien installé dans le top 15 mondial, top 20 mondial depuis un moment, triple champion du top 16 européen, vice-champion d'Europe il y a quelques années derrière Shudang, qui a déjà battu les Lebrun, qui est sorti en huitième de finale face à Jang Won-jin, mais il a eu pas mal de jours de repos, il pouvait attendre Félix Lebrun, le couteau entre les dents pour nous jouer un mauvais tour, nous mettre un peu sous pression. Alors avant ça évidemment il y avait le double, et il y avait le double à remporter pour se mettre entre guillemets tout de suite entre guillemets à l'abri. Donc Simon Ngozi et Alexis Lebrun qui ont été solides face à de modestes, entre guillemets, le modeste Ribar et Denis Kozoul, mais les Slovènes, ils m'ont surpris, ils ont vraiment crânement défendu leur chance, ils ont été plutôt corrects. Alors le score est logique, les Français ont été au-dessus, ils ont été dominateurs, ils ont fait la course à peu près devant tous les sets, mais finalement, en face, c'était quand même, ils ont quand même bien joué, et ils se sont montrés solides dans les moments importants, les Français, et je pense que ce match va les mettre en confiance pour ensuite pouvoir défier les Brésiliens qui vont être un petit peu le niveau au-dessus. Derrière, on avait le choc entre Jorgic et Lebrun. Félix, ma foi, qui a eu du mal dans ses débuts de set. Les trois premiers sets, des trois débuts de set, des trois premiers sets ont été vraiment compliqués. Mené 7-1 dans la manche initiale. Félix, tout d'un coup, arrive à se brancher, arrive mentalement à se mettre enfin dedans. Il gagne 11-8, il inflige donc un 10-1 à son adversaire. Là, on se dit, c'est idéal. Malheureusement, le deuxième set part un petit peu sur les mêmes bases. Je crois qu'il y a aussi 7-1 pour le Slovène. Cette fois-ci, même si Félix remonte, Jorgic remonte solide en fin de set et s'impose 11-8. Ensuite, ça enchaîne 11-5. Là, on se dit, ah, Félix n'est pas dans son assiette. Il y a beaucoup de fautes directes. Est-ce qu'il a su digérer sa médaille de bronze et toutes les sollicitations médiatiques, toute cette dopamine, toutes ces émotions extraordinaires qu'il a pu ressentir hier? Pas facile quand même de passer d'un de ses plus grands exploits, son plus grand exploit, à repartir entre guillemets au charbon, même pas 24 heures après, face à un Darko Jorgic qui est un énorme client. Mais Félix, encore une fois, je le dis, je me répète, mais c'est un immense champion. Encore une fois, mis sous pression,
mise en difficulté, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il élève son niveau de jeu tout d'un coup. Je sais pas ce qui se passe dans son cerveau. Il aurait pu se dire, bon, c'est pas grave, c'est un match difficile. Un petit peu inconsciemment, il aurait peut-être pu laisser filer ce match parce que quand même, en ayant gagné le double, on avait une belle avance dans ce match. On pouvait difficilement se voir perdre. Et ça aurait pas été catastrophique de perdre sur Jurgic. Mais non, il a pas lâché. Il a élevé le niveau de jeu encore une fois. Victoire 11-4. Derrière 10-4, il étouffe complètement Jurgic qui n'existe plus pendant 2 sets. Il le bouffe littéralement. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Jurgic tout d'un coup qui s'est dit je ne vais plus faire une faute. Félix qui en fait quelques-unes, malgré le temps mort à 10-6, 10-4, 10-6, temps mort, on se dit on n'est pas trop inquiet. Même on voit au temps mort Simon Gauzy sur le banc qui est tout sourire. Donc grande confiance dans le clan français et c'est compréhensible. Mais ce diable de Jurgic n'avait pas été un petit peu discret, il faisait un petit peu le mort, l'ami d'Arco. Mais il est revenu à 19 avec notamment 2-3 contre-top du coup droit magnifique. Et heureusement, Félix, il a la baraka sur cette compétition. Et encore une fois, il remporte cette belle. Et il remporte une très belle victoire. Un très beau point qui là nous permet d'être complètement délivré. Et de se dire que ce match ne peut pas nous échapper. Et puis c'est Alexis qui a l'occasion de conclure cette rencontre. Il l'a fait avec brio, avec la manière, même si son adversaire Kozul n'a pas démérité. Mais Alexis nous a livré une prestation ma foi solide, il nous a fait kiffer, il nous a fait rêver avec des échanges dont il a le secret, notamment un superbe rallye qui tourne déjà sur tous les réseaux. Donc voilà, une victoire 3-0, c'est parfait pour se mettre en confiance. Les Bleus sont au rendez-vous, les Bleus vont à nouveau défier Calderano. Évidemment, ce sera l'adversaire, le vilain de cette compétition. Hugo Calderano qu'on aura joué et rejoué ces dernières semaines, ces derniers mois et à nouveau sur ces JO, à la fois joué par Alexis et Félix dans le tableau du simple et encore une fois on le trouve sur notre passage pour une demi-finale, un quart de finale qui s'annonce ma foi pas forcément si facile. Une équipe hétérogène, le Brésil, avec un profil un peu similaire à celle de Slovénie, mais un peu plus fort. Profil similaire pourquoi? Parce que elle s'articule autour d'un leader extrêmement fort. Hugo Calderno peut-être encore un peu plus fort que Darko Jurgic. Et derrière deux lieutenants nettement en dessous, mais moins en dessous que les Slovènes. Donc Ishii, 80e mondial, Teodoro, 122e mondial. Teodoro préféré Eric Jouti, pourtant au classement mondial numéro 3. On va regarder un peu d'ailleurs ce Teodoro pour vous le faire connaître si vous ne le connaissez pas. On va regarder aussi un peu leur résultat en double, parce que c'est ça qui nous intéresse. La clé de ce match, ça va résider avant tout sur le double. Si on gagne ce double, on va pouvoir souffler un grand coup et se dire que ce match est pour nous. Mais si on regarde un petit peu plus en détail les dernières prestations des deux Brésiliens, et on peut se dire qu'ils sont une redoutable paire de double, parce que là, donc, ils ont disposé des Portugais. Donc là, ils ont perdu les Argentins, donc ça, c'est plutôt quand même positif pour nous. Mais derrière, ils ont battu Ajayoun, Oh Jung-sung, donc deux Coréens très solides. D'autres Coréens un peu moins connus, mais ils les ont battus. Ils perdent plutôt serré sur Carlson Kjellberg. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est double mix. Donc attention. Donc là, ils perdent 3-2 sur Anjayung Otsungun. Et Teodoro, il perd 3-2 sur Thibaut Poré. Donc là, voilà, vous voyez un petit peu le type de niveau que Teodoro peut avoir. Ça tourne un petit peu voilà, du niveau de Thibaut. Donc évidemment, normalement, c'est en dessous de Simon, c'est en dessous d'Alexis. Et puis logiquement, il devrait rencontrer Félix à un moment donné. Donc je pense pas qu'en simple, il puisse vraiment nous poser problème. Mais par contre, en double, ce double-là, quand même, il est pas nul. Hein. Il n'est pas nul du tout, donc évidemment on sera favori, mais voilà, ils ont perdu 11-8 à la belle sur Fakalberg, donc ça c'est une bonne paire de doubles. Ils ont battu Pistage et Lambier qui sont deux bons joueurs. Donc évidemment ça ce n'est pas à la hauteur des Français, mais voilà, attention, méfiance, comme j'avais dit méfiance avec le double de la Thaïlande, avec la Thaïlande là pareil, méfiance sur ce premier double, ne pas se mettre une pression supplémentaire en faisant un faux pas en double. Surtout derrière, on va avoir certainement un remake de la place 3-4 2 jours après. Rendez-vous compte, 2 jours après seulement le choc entre Hugo et Félix. Ils vont remettre le couvert. Donc, est-ce qu'on aura le droit au même match? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que Hugo va trouver les solutions tactiques pour battre Félix? C'est ce qu'on verra non pas demain, mais mercredi à 15h. Voilà, donc demain, ça va être une journée plutôt light à mon avis, en termes de match. On va avoir, à mon avis, seulement les derniers huitièmes de finale qui ne se sont pas joués. On va regarder le programme ensemble. Alors là, on me dit que c'est à 15h. Donc là, je comprends pas le. Alors, est-ce que j'ai mal lu? Parce que là, je vois marqué mercredi 7 août. Et là, Flashcore me dit que c'est mardi. Mardi, donc ce serait demain. Alors là, je vous avoue que j'ai un petit doute.
Je pense que Flashcore est à l'ouest. Je fais plutôt confiance à WTD. Alors dites-moi en commentaire si je me trompe pas. Alors moi, je vais conclure la vidéo là-dessus. Euh, J'ai quand même pas mal parlé, on est déjà 25 minutes. Moi je pars demain en vacances à Bruxelles. Je pars en voiture, donc je serai toute la journée sur la route. Je vais certainement pas pouvoir refaire vraiment de live à partir de demain parce que je serai seulement avec mon ordinateur portable. Donc à voir si je suis en mesure de continuer ces petits débriefs post JO quotidiennement. J'espère bien. En tout cas, je vous donne rendez-vous bah, demain soir, sûrement pas, mais peut-être après-demain. Surtout si la France demain, si le match de la France est uniquement mercredi, je pense que j'attendrai tranquillement mercredi soir pour revenir sur ce match France-Brésil qui s'annonce ma foi explosif et j'espère qu'il nous amènera une bonne nouvelle pour qu'on puisse défier l'ogre chinois. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt et vive le ping. Ciao ciao.